Bonsoir, bienvenue à Schaerbeek, devant la maison communale. Schaerbeek, une commune bruxelloise qui compte plus de 120 000 habitants, dont de nombreux musulmans. Ce soir, nous allons précisément évoquer l'islam. Mosquée, voile, centre culturel musulman. L'islam s'affiche de façon de plus en plus visible dans nos villes. Alors s'agit-il d'une simple expression culturelle ou au contraire parfois d'un repli identitaire? C'est ce que nous allons tenter de savoir. En seconde partie d'émission, nous évoquerons le Front National qui parfois stigmatise les musulmans. À quelques jours des élections présidentielles françaises, nous allons vous proposer un portrait enquête consacré à Marine Le Pen, l'héritière du FN français. Sommes-nous en train d'assister à une islamisation agressive dans nos grandes villes? Si on me dit de m'enlever mon flas, c'est comme si on me tuait. C'est impossible. Aujourd'hui, on trouve facilement dans des librairies musulmanes des livres en totale opposition avec les principes démocratiques. Et dans certaines mosquées, les prêches sont plus que rétrogrades. En tout cas, ce que j'ai entendu est de mon point de vue inacceptable. Moi, j'en appelle à la vigilance des gens, des croyants, qui ne prennent pas ce que les imams leur disent à la lettre. De nos jours, certains osent dire que l'intégration des musulmans court à l'échec. Faut-il craindre la montée de l'islam en Belgique? C'est notre première question de ce soir. Deuxième question, Marine Le Pen, l'héritière? Il est beau, c'est mon père, donc vous savez, toutes les petites filles, j'aurais pas amoureux de leur père. Selon Marine Le Pen, le Front National serait devenu un parti classique, tout ce qu'il y a de plus fréquentable. Pourtant, l'enquête de Caroline Fourest démontre que la nouvelle présidente du Front National est aussi redoutable et dangereuse que son père. Tous les Français, et à vous mes amis, je vous le dis, les plus beaux jours sont ceux que nous allons vivre. Inquiétant quand on sait qu'un jeune Français sur 4 entre 18 et 24 ans envisage de voter pour Marine Le Pen au premier tour des élections présidentielles en France. Que se passe-t-il au sein de la communauté musulmane de Belgique? Il y a un mois environ, un imam perdait la vie dans l'incendie criminel de sa mosquée à Anderlecht. Quelques semaines plus tôt, des activistes interrompaient au nom de l'islam un débat à l'ULB. Pour certains observateurs, une partie de la population musulmane se radicaliserait. Vous allez le voir dans cette enquête, il faut plutôt parler d'islamisation. En clair, d'un intérêt croissant de la population arabo-turque pour les textes fondamentaux de l'islam. Problème, ces textes sont parfois très librement interprétés, ce qui ouvre la porte à toutes les dérives discriminatoires. Nous n'avons eu aucune difficulté à trouver des livres haineux dans certaines librairies ou encore à entendre des prêches parfois très rétrogrades dans certaines mosquées. Alors faut-il craindre la montée de l'islam? C'est une enquête de Frédéric de Borsu. 7 mars dernier, il y a un mois, un fanatique musulman de 30 ans met le feu à une mosquée sunnite à Anderlecht. L'imam décède dans l'incendie. L'attentat traumatise la communauté arabo-musulmane de Bruxelles. On dit toujours qu'on est dans ce pays, on vit avec tout le monde en harmonie. Une conférence de l'ULB sur l'extrême droite a tourné court hier. Une quarantaine de personnes sont venues chahuter la journaliste française Caroline Fourest, qu'elle accuse d'islamophobie. À l'ULB, un assistant, Souhaïl Chicha, censure un débat sur le nouveau visage du Front National français. Au nom de l'islam. Une nouvelle polémique autour du voile. Un élu MR à Verviers dénonce l'attitude d'une mandataire CDH. Elle s'est présentée voilée lors d'une réunion. À Verviers, une conseillère CPAS élue par la population décide subitement de porter le voile à 8 mois des élections communales. C'est un cheminement personnel. Cet élu voilé est rapidement exclu du CDH. Que se passe-t-il autour de la communauté d'origine arabo-turque? Se replie-t-elle sur elle-même? Se radicalise-t-elle? Les musulmans de Belgique sont-ils de leur côté victimes d'un rejet? Est-il difficile de réussir en Belgique quand on est musulman? Nous partons à la rencontre de Khadija, une fille voilée, diplômée, universitaire même. Khadija est sortie de l'ULB avec distinction. Sa formation, philologie germanique, anglais et néerlandais, un des diplômes les plus recherchés sur le marché du travail. Mais à cause de son voile, une seule école a accepté son offre d'emploi, l'Institut de la Providence à Anderlecht, à 70 km de chez elle. L'école de la dernière chance. C'est ce qu'on dit. Pour les élèves et oui, pour les profs voilés aussi alors? Pour les profs voilés aussi.
oui, c'est vrai. C'est la seule école en communauté française qui accepte les professeurs voilés? À ma connaissance, en tout cas, oui. Avant cela, seul un modeste call center avait accepté d'engager Khadija pour un travail digne d'un étudiant. Vous vous présentez un jour dans une école qui est en rade, qui manque de profs. Qui manque cruellement de profs. Les élèves n'avaient pas eu cours depuis plusieurs semaines, si pas plusieurs mois. Et je travaillais encore à ce moment-là dans le call center. Donc je lui ai dit que je travaillais encore dans le call center. Et elle était prête à m'engager tout de suite. Elle m'a même dit si vous devez prester un préavis, je suis prête à changer les horaires des élèves pour que vous puissiez donner cours et en même temps prester encore votre préavis. Donc elle était prête à toutes les concessions. Et de nouveau, elle me dit, mais voilà, vous pouvez commencer lundi, on était vendredi. Elle me dit, mais il est évident que vous ne venez pas avec votre foulard. Je lui dis, si, je comptais venir avec. Enfin, vous voyez comme je suis, mes compétences sont là, mon CV est le même. Je ne pense pas que le fait de retirer mon foulard va changer quoi que ce soit. Elle me dit, non, ça c'est hors de question. Donc je lui ai dit, vous êtes prête à chambouler complètement les horaires, vous êtes prête à tout faire, mais le foulard me dit non, ça c'est indiscutable, c'est hors de question. Aucune statistique claire n'existe sur l'évolution du port du voile musulman dans notre pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en augmentation actuellement. Cap sur Verviers et l'Institut Sainte-Claire, une école qui accepte les élèves avec un voile. Je dois le porter, c'est obligé ça. Mais je suis pas soumise, là, c'est mon choix à moi. Maintenant, moi, si on me dit de m'enlever mon foulard, c'est comme si on me tuait. C'est impossible. Si je veux aller au paradis, je dois le porter. Voilà. Et si votre employeur dit, pour avoir l'emploi, c'est pas de foulard? Je cherche ailleurs. On va ouvrir notre propre boîte. Si Dieu veut. Lors de notre enquête, nous avons rencontré des jeunes qui semblaient très repliés sur les valeurs de l'islam. Mais soyons clairs, de nombreux musulmans sont ouverts et désireux de vivre en phase avec la Belgique du XXIe siècle. Non, pas besoin d'accessoires aujourd'hui. Dans ce centre culturel à Molenbeek, où la population d'origine allochtone dépasse les 50%, des femmes musulmanes se réunissent tous les mercredis pour faire du théâtre. Ok, bon, voilà. Allez, on se débrouille, on remplace les absentes. Allez, je donne la réplique. Et go, quoi. Oui, avec toi. Il n'y aura pas de problème. Depuis quelque temps, les metteurs en scène sont des hommes, preuve que les choses bougent. On a le temps de s'occuper de toi. Moi, tu sais, avocate d'origine marocaine. Si je veux passer associée, je dois travailler très dur. J'ai pas le temps. Moi, je trouve que c'est une richesse de pouvoir être avec d'autres personnes de différentes origines, parce que c'est un plus. Effectivement, c'est difficile parce qu'on se retrouve toujours, surtout dans ces quartiers-ci, dans les mêmes communautés. Moi, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie qu'on puisse voir d'autres personnes, d'autres origines. Nous, la porte est grande ouverte. Moi, par exemple, je fais des études d'infirmière et mes parents, ils m'ont toujours poussé. Et à chaque fois qu'on parle, par exemple, de notre communauté, c'est « Ah, il y a un dealer, ah, il y a, je sais pas, moi, il a fait un braquage, mais pourquoi ?» Enfin, vous associez à une minorité de personnes. Ouais. C'est très. Je veux dire, moi, en tout cas, je me sens bien intégrée vu que je suis née ici et que je travaille ici. Et puis, on fait des choses comme tout le monde, comme toute personne. On est belges, voilà, quoi, dans toute culture différente. Il y a des femmes comme moi qui sont voilées mais qui font des choses de leur vie. Et c'est pas parce qu'on a un voile sur la tête qu'il faut tout le temps les mettre de côté ou dire voilà, c'est une voilée, elle peut pas faire ça, c'est une voilée, elle peut pas, je sais pas, moi, elle travaille pas. Non, les femmes voilées, elles ont autant de droits que les autres. Nous voici maintenant au marché de Molenbeek. À notre demande, nous y retrouvons le député MR, Alain de Stex. Des épices. Ça vient d'où? Markelen. L'homme s'était moqué sur sa page Facebook de l'origine soi-disant norvégienne de délinquants dans le métro à Bruxelles il y a quelques mois. Et norvégien, dans le jargon trash, ça veut dire maghrébin. Je ne savais pas que dans certains milieux, on utilisait cette expression. Et je suis probablement la personne la plus ouverte au MR sur les étrangers et sur le monde. Allez, au revoir. Hein. En attendant, sur le marché, Alain de Stex est surpris. Il constate une nette augmentation de filles voilées par rapport au passé. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire de la politique, je pense qu'il y avait maximum pas plus d'un voile sur deux, même probablement moins. Et on voit quand même au fur et à mesure des années qu'il y a une progression, quoi. Alors, bon, en soi, c'est pas gênant, sauf que ça montre quand même qu'au lieu d'aller
dans un sens d'adaptation finalement à la façon dont vivent la majorité des Belges, ça va quand même peut-être plutôt dans le sens d'une expression sur la place publique de la religion. Et ça, c'est peut-être inquiétant en termes d'intégration. Vous savez, les campagnes sur le voile qu'on présente, enfin un homme politique a encore dit récemment, c'est un étendard islamiste. Regardez les personnes qui portent le voile, qui se les présenter comme des gens qui portent un étendard, c'est d'un ridicule total, mais ça frappe, ça marque, ça convainc certains, et c'est un peu triste, mais c'est la réalité. Bonjour. Philippe Moureau est très apprécié par la population d'origine maghrébine de sa commune. Ça va? Oui. On vit pour tous les amoureuses, hein. Toujours pour vous. C'est bien ça. Pas pour les autres. Allez, vive la Belgique. Monsieur Moureau le reconnaît pourtant. Bonjour, ça va? Tout va bien? Très bien, et toi, ça va? Continuation. Certains musulmans se replient sur leur communauté en ce moment. Il y a un certain repli identitaire qui peut se marquer à travers la religion, pas uniquement à travers cela, face aux discriminations et... Bonjour, ça va? Face aux discriminations et face à une impression parfois réelle, parfois exagérée de rejet. Sur le marché, Alain de Stex découvre de son côté une fille dont le visage est entièrement couvert. Il est scandalisé. C'est strictement interdit par la loi, puisque vous savez que le Parlement a voté une loi interdisant la burqa et le niqab. Les jeunes ne trouvent pas de travail. C'est vraiment une façon de dire je ne suis pas comme vous et je ne pense pas comme vous et je vis de façon isolée. Or, par définition, quand on est sur un marché c'est un lieu de sociabilité où on est avec les autres, où on parle avec les gens. Et donc c'est tout l'inverse de cette espèce de repli totalement excessif sur soi-même. Faut-il s'inquiéter de ces signes religieux de plus en plus visibles? Chez nous, aucune législation claire n'interdit en tout cas le port du voile s'il n'est pas intégral. Cela fait d'ailleurs des années que le politique hésite sur le dossier voile musulman. Pour certains, cela pose un réel problème. Moustalargo est un chanteur populaire d'origine marocaine. Oui ou non le voile, pour lui, il faut absolument trancher. Je pense qu'il faut légiférer. Moi, personnellement, je pense qu'il faut légiférer. On est pour, on est contre, on légifère et on fout la paix, personnellement. Voilà, donc c'est important. Sinon, on laisse un espèce de flou, je vais dire. Le flou suscite quoi? Le flou suscite d'abord l'inquiétude, ça renvoie à dos, ça renvoie à l'exclusion de toute façon. Faute de politique cohérente, Moustalargo joue donc à sa façon la carte de la culture ou du chant pour favoriser l'intégration. Il faut savoir par exemple que dans les lycées au Maroc, le voile n'est pas porté. Ça n'en fait pas moins des femmes musulmanes. Mais c'est interdit et c'est clair. C'est clair, c'est légiféré, c'est comme ça. En France, on a légiféré. Combien de familles ont refusé que leurs enfants vont à l'école? 2. Tous les autres vont, elles ne portent pas le voile, mais après ça, elles le mettent et elles vont. Donc c'est faux, c'est pas un problème. En Belgique, l'incohérence reste totale. Exemple, dans les écoles communales de Verviers, le port du voile est toléré. Par contre, dans celle de Dizon, à 1 km, il est interdit par un bourgmestre du même parti. Alors pourquoi? Pourquoi cette absence de politique cohérente? Serait-elle volontaire pour ne pas prendre de décisions qui pourraient déplaire à la population d'origine musulmane? C'est l'avis de Claude Demelaine. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'évolution d'une partie de la gauche, essentiellement à Bruxelles, qui, comme on dit, drague les mosquées. Hein. Donc, et moi, j'ai toujours été étonné également du double langage de certains de mes camarades socialistes, qui sont des bouffeurs de curés extraordinaires. Hein. Dès que Monseigneur Léonard fait un pet de travers, là, c'est vraiment le scandale. Mais par contre, dès qu'il s'agit de l'islam, dès qu'il s'agit des imams, ils sont d'une extrême prudence et ils s'autocensurent continuellement. Pourquoi? Mais pour une raison évidente, ils ont trouvé un filon électoral. Ils se rendent compte que dans certains quartiers, je parle de certains socialistes, encore une fois je ne généralise pas, ils se rendent compte que dans certains quartiers c'est un bon créneau électoral. Alors il ne faut surtout pas froisser ce nouvel électorat-là. Oui, les partis se battent effectivement pour obtenir les suffrages des citoyens arabo-turcs. Tous courtisent les candidats qui sont issus de ces communautés.
Ici à Saint-Josse, la majorité des échevins est d'origine turque ou marocaine. Bon, après le 31 décembre, on ne peut plus l'inscrire dans les comptes de 2010. À Schaerbeek, 11 des 13 élus PS sont eux aussi issus des communautés arabo-turques. Alice Kökten, par exemple. Salut Alice. Alice Kökten est un Turc d'origine, très populaire dans sa commune, entre autres parce qu'il fait campagne dans les mosquées. C'est vrai que dans la communauté, disons, allochtone, il y a des réseaux. Les mosquées sont une des réseaux qu'il ne faut pas négliger. Vous allez parler. Bien sûr, expliquer notre projet et aussi de voir certains représentants de la communauté, disons des personnes sages, autoritaires, qui peuvent ramener le plus pour nous. Bref, Alice Kökten joue à fond la carte du vote turc communautaire, à tel point qu'il fait aussi sa publicité en turc à la télévision turque. Çok mükemmel bir insan. En başında insanlığı çok güzel. Onu bir siyasetçi politikacı olarak değil de... Sfia Bouarfa est députée bruxelloise. Selon elle, les partis sont trop laxistes avec les candidats issus de l'immigration parce qu'ils amènent des voix. Faire une campagne en turc, par exemple, ça ne va pas. Et ce n'est pas tout. J'ai dit qu'il y avait des gens sur la liste des colistiers qui ne respectaient pas les valeurs du PS, ne respectaient pas, en tout cas, les valeurs de lutte contre le racisme, l'égalité entre hommes et femmes, et surtout les valeurs de laïcité dans un pays où on veut se battre pour la séparation de la religion et du public. Mais les partis politiques cautionnent visiblement. Avant d'être au PS, Alice Kökten a fait les beaux jours du CDH. On le voit ici avec Joël Milquet, en turc, dans le texte. Tout le monde s'arrache le candidat Kökten, CDH et PS. C'est vrai que le CDH a ses capacités à Bruxelles, certains partis de seconde zone, mais je veux maintenant jouer l'acteur principal qui sera, à mon avis, le PS. Voilà, vous jouez dans la cour des grands en étant au PS. Bien sûr, donc on est dans les cours des grands, comme vous dites. Vous serez réélu? Je suis persuadé. Madame Özdemir Maïnour, je jure d'observer la Constitution. Les partis acceptent également le double discours de certains candidats issus de l'immigration. Maïnour Özdemir est la première députée voilée d'Europe. Elle siège au Parlement bruxellois. Récemment, Madame Özdemir est apparue longuement dans un débat à la télévision turque, en langue turque, à propos de l'islamophobie régnant en Belgique. Envia'nın yükselmesiyle beraber çok zayıfladı. Fakat tabii Envia'nın da zaman zaman göçmenlere bakış açısı ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Ve biz endişeleniyorum ben şu manada, İslamofobiya kelime olarak hala tanınmıyor Belçika siyasetinde. Belçika tabii yani değil yani Hristiyanofobyadan bahsedilmiyor diyorlar karşıt olanlar bu kelimeyi. Halbuki ciddi manada bir İslamofobiya yaşanıyor. Bunu günden güne yaşıyoruz aslında. Peu de temps après cette prestation, nous proposons à Madame Özdemir de réagir pour la RTBF, et question à la une, aux événements de censure de l'ULB. Le sujet est le même, l'islamophobie. En turc, elle répondait, mais pour la télévision belge... Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une radicalisation dans l'opinion publique? Non, c'est pas là-dessus que vous êtes venu. Si, je vous assure. On a interviewé d'autres personnes, il n'y a pas que vous qui êtes interviewé, hein, je vous rassure. Je voudrais bien voir qui a été interviewé. On a interviewé quelqu'un du PS, quelqu'un du MR. Et, qui ça? On a besoin de quelqu'un du CDH. Alors, monsieur... Demandez à monsieur Gramme. Vous ne pouvez pas répondre, puisque vous faites partie aussi de la population turque, donc c'est intéressant d'avoir votre avis. Je préfère que quelqu'un d'autre réponde à ma place. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Parce que j'ai déjà répondu sur ta question. Vous ne voulez plus parler de ce genre de problème? J'ai déjà répondu sur la question. Voilà. Pourquoi ne pas le refaire? Si on vous le demande gentiment. Madame Özdemir tourne les talons. Effectivement, elle vient de s'exprimer sur le sujet islamophobie, mais en Turquie. Deux communautés, deux attitudes bien différentes, c'est ce qu'on appelle la double allégeance. La double allégeance ne fera pas de nous des citoyens à part entière belges. Ça créera forcément des fossés avec les gens. Et donc tous les acquis qu'on a pu obtenir à force de combat dans les années 70, 80 et 90, et où on était vraiment bien arrivé à faire partie du paysage politique et social de la Belgique, si on commence à jouer la double allégeance avec son pays d'origine,
Ça ne va pas. Mehmet Koksal est un journaliste belge d'origine turque. Pour lui, faire campagne en turc ou en marocain, cela n'a aucun sens si l'on veut favoriser l'intégration. Exemple. Il y a des remerciements ethniques, on va dire, puisque, regardez ici, on a une lettre d'un député bruxellois du Parti Socialiste qui envoie une lettre payée par le Parlement bruxellois, puisque c'est en tête et c'est affranchi par les deniers publics. Et lorsqu'on sort la lettre qui se trouve dedans, on constate une lettre de remerciement uniquement rédigé en langue turque, qui remercie les lecteurs pour les voix de préférence que ce député a décrochés. Répondre en turc n'est pas illégal, c'est juste un signe de repli vers sa communauté. Les partis politiques, eux, ne bronchent pas, comme s'il fallait protéger les candidats d'origine arabo-turque, qui auraient droit à une sorte de quota. Moi j'ai entendu dire combien d'Arabes dans votre liste, même des camarades qui ont dit ça. Oui, mais toi, tu bénéficieras du quota arabe. Mais merde, je suis militante, moi, depuis les années 70, j'arrête pas de militer. Et je veux pas qu'on me prenne uniquement sur base de mes origines. C'est la plus grande des insultes qu'on me fait. Et si le PS m'a tout le temps mis sur la liste en fonction de mes origines, mais alors, je me suis planté complètement, quoi, depuis le début. Plutôt que de faire la chasse aux bons candidats, les politiques ne devraient-ils pas s'intéresser à ce qui se dit et se lit dans certains quartiers de la capitale? À Molenbeek ou Schaerbeek, de plus en plus de librairies musulmanes voient le jour. Notre demande de tournage ayant été strictement refusée, nous sommes contraints d'en visiter une en caméra cachée. Sur le présentoir de la librairie, accessible à tous, nous nous intéressons à 2 livres au look sympathique. Le premier, Ma sœur, voilà comment Allah veut que tu sois. Et le second, Conseil aux femmes musulmanes. Ces livres sont très diffusés. Je vais acheter aussi celui-ci. Comme il y a toujours 10%, j'en profite. Je vous vide votre bibliothèque. Ces livres sont des cadeaux à la mode, écrits en français. C'est comme ça que les femmes doivent se comporter. Oui, c'est ça. Et les femmes se comportent comme ça, elles respectent en général. En général, en fait, il y a en fait des hauts, il y a en fait des bas, partout, voilà quoi. C'est comme dans n'importe quelle religion. Ben Amidou est auteur de One Man Show sur la tolérance. Il est marocain d'origine, il fustige ses livres rétrogrades. C'est complètement loufoque, je crois. Et donc, mais fatalement, si c'est écrit dans un livre qui est édité ou par une maison musulmane ou par des musulmans, mais il y a plein de gens qui vont le croire. Moi, je dis toujours, avec beaucoup d'humour, est-ce qu'ils ont un email avec Dieu? Est-ce qu'ils ont un contact direct? Mais bon, à côté de ça, il y a beaucoup de musulmans non plus qui font la différence et qui se renseignent aussi sur ce qu'ils lisent. Cependant, dans la librairie que nous visitons, nous croisons 2 jeunes filles qui appliquent visiblement à la lettre les messages distillés dans le livre. Nous discutons avec elles pendant 15 minutes, elles sont plaisantes, mais à la fin, quand on veut leur dire au revoir... Je peux pas vous serrer la main. Non. Ça vous ennuie? Oui.
Pourquoi? J'ai des mains propres. Oui, je sais, moi aussi. C'est pas ça le problème. C'est là que parfois on ne comprend pas, parce que serrer la main, c'est un geste d'amitié, de convivialité. C'est pas un geste avec une connotation sexuelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on dit pas que ça a une connotation sexuelle. Je comprends que vous ne compreniez pas. Vu qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas le même vécu, donc c'est normal, mais... Est-ce que vous ne diriez pas, allez, oui, je vais lui serrer la main, je vais faire preuve d'ouverture? Oh, je peux être ouverte sans vous serrer la main. Moi, c'est... Pas le moindre contact physique entre hommes et femmes non mariés. C'est écrit. Et pas question de changer pour ces demoiselles. Au plus on me rejette, au plus je continue. Donc je persévère. Mais le livre Conseil aux femmes musulmanes donne aussi des indications purement ethniques. Des phrases qui posent évidemment question. Hasard de l'actualité, 6 jours après que nous ayons acheté ce livre, c'est le drame. Un sunnite a voulu nuire à la communauté chiite. Un attentat inspiré par la guerre civile qui fait rage actuellement en Syrie. Un imam périt dans l'incendie volontaire de sa mosquée à Anderlecht. Un imam victime d'un attentat dans notre capitale. C'est exceptionnel. Dans la communauté arabo-musulmane, l'inquiétude est en tous les cas à son comble. On a aujourd'hui un crime et doit nous interpeller sur une question assez importante, la sécurité, et empêcher que la haine se propage davantage. Parce qu'il y a une haine et il faut essayer d'aller voir où est-ce qu'elle se distille. La haine. Le lendemain de l'attentat, devant la mosquée incendiée à Anderlecht, la peur de parler est évidente. Personne ne nous empêche de filmer, mais pour les interviews, c'est plutôt non. Les témoins ne sont vraiment pas à l'aise. Vous voulez pas parler? Non, c'est le choc, c'est déjà assez difficile. Pas parler bien, Dans un coin, un peu reclus, un homme accepte de dialoguer avec nous, mais hors caméra, de peur de représailles. Non, je préfère toujours rester à l'écart. J'ai des gosses, hein. L'homme est catégorique. Les discours haineux sont fréquents à Bruxelles, dans les prêches des mosquées, mais pas seulement. Et vous entendez quoi dans les prêches, que je comprenne? Il n'y a pas que ça dans les cafés, dans les rues. Ceux-là. Alors, les jeunes qui ont grandi, c'est quoi? Écoute, c'est la dérive, hein. Qu'il y a derrière, ne t'inquiète, c'est pas le... Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Sûrement, il y a des gens qui poussent. Des gens qui poussent? Vous formez quand même. Un enfant, c'est une feuille blanche, non? Vous le bourrez avec ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, d'autres en font ce qu'ils veulent. C'est logique quand même, non? Au dernier moment, un fidèle accepte toutefois de témoigner devant notre caméra pour dénoncer publiquement cette haine. Comment un jeune peut en arriver à un tel extrémisme? C'est un jeune de 30 ans. Mais je pense qu'il y a peut-être des discours qui sont prêchés par certains imams qui disons, comme ça, cultivent une certaine haine qui fait que des jeunes ou des moins jeunes prennent ce qu'on leur dit pour vrai. Moi, j'en appelle à la vigilance des gens, des croyants, des gens qui suivent, qui sont dans les mosquées et qui ne prennent pas ce que les imams leur disent à la lettre. Qu'ils aient un esprit plus critique. Et l'islam, normalement, c'est une religion d'un esprit qui demande à avoir un esprit critique. Une certitude, des propos discriminatoires sont diffusés dans des livres, nous les avons vus. Mais de la haine est-elle également propagée dans les mosquées en Belgique? Nous voulons en savoir plus. Nous décidons de nous rendre dans la toute nouvelle mosquée d'Anderlecht, qui vient d'être inaugurée avec les encouragements des autorités belges et marocaines. C'est tout récent, c'était jeudi dernier. Pour rendre les honneurs à cette nouvelle mosquée, les personnalités ne manquent pas. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Le député bourgmestre d'Anderlecht, Gaëtan van Guatsenhoven. Vous allez bien? Ça va et vous-même. Merci de votre invitation. Franchement, ça nous fait vraiment honneur de votre présence, c'est bien gentil. Présent également, l'ambassadeur du Maroc, Samir Hadar, en personne. Ouais.
Des échevins, des députés bruxellois, des conseillers communaux, des policiers. Le gratin local est réuni pour célébrer cette mosquée financée par les fidèles. 2 millions d'euros ont été réunis pour bâtir ce bâtiment sur 4 étages. Pas de doute, c'est ici la plus belle mosquée de Bruxelles. Par les temps qui courent, on attend d'elle un discours de grande tolérance. Un lieu de culte est un lieu qui doit promouvoir des valeurs. Et je sais que ce lieu de culte sera justement promoteur de ces valeurs de paix, d'amitié, de fraternité, de diversité. Le député bourgmestre d'Anderlecht est également plein d'espoir pour cette mosquée. On peut être sûr qu'ici, il n'y aura jamais de message un peu intolérant. Mais écoutez, moi je compte sur la communauté pour qu'il y ait un grand et bon message, un message positif. Très enthousiastes, les autorités. Cette mosquée est en fonction depuis quelques mois déjà. Avant son inauguration, nous avons discrètement enregistré ce qui se disait ici lors des prêches. Le 9 mars dernier, nous avons filmé le discours de l'imam en caméra cachée. C'était le lendemain de la journée mondiale de la femme. Voici donc le prêche prononcé devant 1000 personnes, pas vraiment tolérant. امرأة أو أول من أحياه مرة أخرى في بداية القرن العشرين امرأة يهودية تسمى كلارا سيتكن إنك تقلدين اليهوديات في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. Premier commentaire, la journée de la femme n'a rien de juif. L'imam commet une erreur en stigmatisant l'origine juive de cette journée. Étrange. La journée de la femme est qui plus est reconnue par les Nations Unies. Elle célèbre l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est visiblement pas du goût de l'imam. على الهدى والصراط المستقيم فاتقوا الله يا خطباء المسلمين وعلموا هذه الأمة السنة وحذروها من البدع وعلموها التوحيد وحذروها من الشرك. À la sortie, pas une des 1000 personnes présentes ne dénoncera à notre caméra désormais bien visible ce discours musclé. Et quand on interroge un fidèle sur ce qui s'est dit à l'intérieur, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit, le prêcheur? Aujourd'hui, il a parlé des fêtes et tout ça, donc voilà, des fêtes musulmanes, des fêtes d'autres religions et tout ça. Il disait quoi? Voilà, que chacun il a sa fête et que chacun doit respecter sa fête ou quoi, voilà. C'était un prêche sur la tolérance? Sur la tolérance et tout, voilà, donc, plus ou moins. De la tolérance, plus ou moins. Cet autre fidèle est un élu écolo. Il était présent lors du prêche. On se demande s'il a vraiment tout compris. Dans cette mosquée, il n'y a jamais de discours qui est contre l'égalité homme-femme, c'est toujours prôner la tolérance? Non, au contraire, c'est la tolérance, c'est l'égalité homme-femme, c'est le respect d'autrui, c'est le respect de toutes les religions, parce que toutes les religions monothéistes, pour nous, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Tout le contraire de ce que nous avons entendu quand nous avons filmé discrètement à l'intérieur, sans prévenir. Peut-on dès lors parler de double discours? En attendant, cette mosquée voit les choses en grand. 11 classes ont été construites aux étages. Les cours de religion musulmane et d'arabe sont ainsi donnés aux enfants musulmans chaque samedi et chaque dimanche. Le but, à terme, est de transformer cet endroit en une véritable école. Musulmane, évidemment. Nous avons fait la demande, on va bientôt avoir une école secondaire musulmane. Donc toutes les démarches sont déjà faites, donc nous attendons la réponse d'ici bientôt. C'est maintenant la fédération Wallonie-Bruxelles qui doit dire si oui ou non elle accepte de subsidier cette future école musulmane secondaire. La décision sera politique. La journée n'est pas finie. Le bourgmestre d'Anderlecht, si joyeux en arrivant, va maintenant passer un très mauvais moment à cause de nous. Dans un instant, nous allons le retrouver dehors.
car nous voulons lui faire écouter le prêche que nous avions enregistré à l'occasion de la journée de la femme. Voilà ce qu'on a donc entendu il y a 3 semaines. Gaëtan van Boitsenhoven est abasourdi. Il se sent trahi. Il veut convoquer d'urgence les responsables de la mosquée. Vous leur direz inacceptable ces propos? En tout cas, je leur dirais que ça me pose un grave problème et en tout cas, ce que j'ai entendu est de mon point de vue inacceptable. Je ne vais pas tourner autour du pot, voilà. Nous montrons également des extraits du prêche à un député SPA d'origine marocaine, Fouad Haïdar, qui connaît très bien les administrateurs de la mosquée. S'il y a le moindre personne là-dedans qui prêche la haine, je te le jure, moi en tout cas, si j'ai un seul de mes cheveux qui aurait le doute, un seul, c'est des vrais cheveux, qui aurait le doute qu'il y a un extrémiste quelque part qui est en train de prêcher une fatwa ou quoi que ce soit contre les femmes ou contre n'importe qui que ce soit de la communauté, que ce soit même des homosexuels et tout, je le condamnerai. Le député socialiste est furieux. Il pointe surtout du doigt l'imam qui a piégé les dirigeants de la mosquée, selon lui. Si c'est vrai qu'il y a eu ça et qu'il y a eu ce genre de propos, il doit prendre la porte. Moi, je pense que les gens qui sont là sont des gens motivés, des gens qui sont capables, des gens qui veulent travailler en toute la transparence et tout. Et nous, on croit ces gens-là. Et s'il y a des pompes pourries quelque part, ils doivent les isoler. Alors, question. Les autorités sont-elles trop naïves? Ou sont-elles impuissantes devant ces dérapages? Cependant, il y a des mosquées où les prêches prônent véritablement la tolérance. Nous sommes à Liège, dans le quartier de Droix. Vendredi, à 13 h, c'est le moment de la grande prière qui réunit chaque semaine toute la communauté musulmane. Il y a donc beaucoup de monde. Ce jour-là, devant 800 fidèles, le prêcheur va même critiquer l'attitude de Souhail Chicha, l'assistant d'origine arabe de l'ULB, qui a parasité, au nom de l'islam, le débat sur le Front National français avec Caroline Fourré. Donc du haut de cette chaire, je condamne haut et fort, et je dis, avec la permission des responsables de ce centre, nous nous désolidarisons de cette forme d'action qui est la censure. Et puis toujours à Droix, de nombreuses activités sont organisées pour favoriser l'épanouissement des jeunes, principalement des musulmans, pour leur donner l'envie de se dépasser, de se surpasser. Tu fais de la boxe, tu te sens mieux? Ouais, on est plus tranquille après avoir fait la boxe. On se défoule, quoi. Ils sont bons à l'école? Oui, très bon. Très bon. Notamment, j'ai un de mes préférés qui va à l'école au pays flamand, carrément, donc il prend 2 bus. Le plus important, je leur dis, c'est pas la boxe, c'est les études d'abord. Donc je préfère sortir un avocat ou quelque chose comme ça qu'un champion d'Europe, par exemple. Les deux, ce serait bien, mais d'abord les études. Pour les gars, j'ai une blague. À Droix, le comité des jeunes est également hyper actif. Il se réunit plusieurs fois par mois pour faire vivre le quartier. Ces jeunes ont plein d'idées. En fait, on va préparer un souper pour les SDF. Tant qu'on peut aider, on le fait. Et vu qu'on est jeune, évidemment, on a l'énergie. Donc on doit dépenser un projet bénéfique. Ces jeunes de 20 ans sont les musulmans de demain. Avant de terminer notre journée, nous voulons voir ce que représente l'islam pour eux. Un islam tellement présent dans leur quotidien. Rendez-vous est pris à la gare des Guillemins. Sans l'islam, tu serais qui? Je te parle franchement, sans l'islam, j'aurais fait beaucoup de conneries. Mais beaucoup de conneries. Franchement, c'est clair et net. C'est parce que quand tu as peur de Dieu, etc., tu veux pas faire de choses mal. Tu aurais fait quoi comme conneries? Beaucoup de conneries. Franchement, excuse-moi d'expression, mais comme tout le monde, j'irais voir les filles à gauche, à droite, faire des conneries avec ça. J'aurais même braqué une banque, tout ça, c'est parce que j'aurais pas peur de Dieu. L'islam indispensable, la peur de Dieu. Parmi ces jeunes, une seule fille, Lisa, musulmane mais non voilée et habillée court. Le jugement des garçons sur elle est sans détour. Les jeunes ne me voient pas comme une jeune du quartier, ils me voient comme... Dis-le. Comme une salope. Je peux dire ça? Voilà, comme une salope, je dirais. Pourquoi? Vous voulez que je recommence peut-être? Une fille facile, une dévergondée ou autre? C'est comme ça qu'on vous voit. Voilà, parce que c'est le terme employé, tout simplement. Elle est trop libérée, Lisa? Ouais, je peux dire oui. Tu pourrais épouser Lisa? Je n'ai rien contre elle, mais je dirais non. Une femme doit être plus réservée? Pour moi, ce que je pense, quoi, elle doit être voilée,
pour moi, quoi. C'est mon idée à moi. Elle doit être voilée, elle doit rester de mon côté, pas aller promener à gauche, à droite, aller en boîte, et ce qui s'ensuit. J'aime mieux qu'elle reste à côté de moi. C'est difficile d'être libre quand on est musulmane? Parce qu'on nous impose des lois. C'est quoi la loi? Les lois, c'est-à-dire la discrétion, prime. Les filles ne se mélangent pas avec les garçons. Une fille reste chez elle. Une fille doit être une future mère. Pas une copine, pas une amie, pas une fille qu'on va checker ou quoi que ce soit. Tu es pour l'égalité entre l'homme et la femme? Oui et non, quoi. C'est-à-dire? Quelles sont les différences? À moins de passer cette question parce que... Non, mais qu'est-ce que toi tu pourras faire que ta femme ne pourra pas faire? Par exemple, aller travailler. Moi j'irai moi-même travailler, faire gagner de l'argent, faire tout ce qu'il faut, mais qu'elle ne se mêle pas des affaires qu'un mec peut faire. Tu lui donneras une liberté oui, partielle ou totale? Non, une liberté partielle. Parce que si je donne une liberté totale, les femmes, c'est un être humain, hein. Ça peut toujours changer d'avis ou se faire draguer ou par-ci, par-là. Vous épouserez un musulman? De toute façon. Pourquoi? Parce qu'il le faut. Tout ce que ces jeunes nous ont dit ce soir-là, nous l'avons également entendu à Verviers ou à Bruxelles, dans la bouche de jeunes adultes qui s'apprêtent à entrer dans la vie professionnelle et qui pratiquent à fond leur religion. Voilà pourquoi les mosquées sont de plus en plus nombreuses en Belgique. Ici à Forêt, une ancienne piscine, d'abord transformée en boîte de nuit, est désormais un lieu de culte étonnant, réservé aux musulmans. Des écoles islamiques, subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, voient également le jour en Belgique. Il y en a désormais 2 à Bruxelles, avant peut-être celle d'Anderlecht. Les restaurants halal arrivent également sur le marché. 2 chaînes de fast-food 100% halal cohabitent et marchent fort dans la capitale. Une vingtaine de restaurants de ce type sont en projet partout dans le pays. Notre génération est beaucoup plus importante. Nos parents sont arrivés dans les années 60, il y avait peut-être 100 000. Maintenant, on est peut-être 800 000 musulmans en Belgique, ce qui est 2 choses différentes. La population arabo-turque est en constante augmentation en Belgique. Elle est variée, très souvent conviviale, parfois repliée sur elle-même. Pour de nombreux musulmans, l'intégration est parfaitement réussie, mais le pouvoir politique doit désormais se retrousser les manches pour éviter les dérapages et favoriser le vivre ensemble. Voilà, retour dans la commune de Schaerbeek, cette fois dans le parc Josaphat avec un invité, Gaëtan Van Botsselove, bonjour. Vous êtes bourgmestre d'Anderlecht, on vient de vous voir dans ce reportage, un prêche dans une mosquée à Anderlecht où la fête des femmes est assimilée à une fête pour les ignares, une fête juive. Vous avez d'ores et déjà rencontré les responsables de cette autorité, de cette mosquée, pardon. Tout à fait, je les ai rencontrés, j'ai dit mon émotion par rapport à ces propos et j'ai évidemment condamné. Ils m'ont dit qu'ils avaient découvert ce prêche à la dernière minute, qu'ils s'en distanciaient et qu'ils avaient d'ailleurs admonesté la personne qui a produit ce prêche. Au demeurant, je pense que des événements de cette nature ne peuvent exister. Alors qu'est-ce que vous avez comme pouvoir en tant que bourgmestre sur une mosquée comme celle-là? Est-ce que vous avez finalement un pouvoir d'intervention? Non, pas vraiment. Donc on peut encourager le vivre ensemble, aussi insister dans des rapports entre les différents cultes et la laïcité, à bien montrer que même si on peut avoir des convictions différentes, il y a un socle de valeurs communs. Donc on peut insister, on peut essayer de rassembler les gens autour de valeurs, mais entrer dans les mosquées, surveiller ce qui est dit au niveau communal, absolument pas. C'est le travail de la sûreté de l'État. Jusque-là, vous n'aviez jamais été informé d'aucune façon par la sûreté ou par la police de propos durs dans cette mosquée? Absolument pas. Il n'y avait pas eu de signaux alarmants jusqu'à présent, et donc j'espère en tout cas que le reportage que vous avez fait sera aussi un signal à toutes et tous par rapport à la vigilance et à l'exigence qu'il faut avoir par rapport à ce qui est porté, à ce qui est exprimé lors des prêches, et qu'il faut combattre avec la dernière énergie toutes ces formes de fondamentalisme, toutes ces formes de rejet des valeurs qui nous permettent finalement de vivre dans un état de droit. Gaëtan Van Botsselove, merci beaucoup. Je vous en prie.
Deux autres invités pour poursuivre ce débat. À mes côtés, Firouzena Vandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences sociales à l'ULB, spécialiste des pays musulmans. Et puis Édouard Delruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre pour l'égalité des chances. Alors, première question à vous, Édouard Delruel. Vous avez lu ces livres, entre autres, vous avez vu ce reportage et ces prêches assez étonnants. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots parfois assez durs sur les femmes, sur les chiites ? Mais en réalité, ce n'est pas constitutif sur le plan pénal. Pour que ce soit constitutif sur le plan pénal et que ça pourrait être éventuellement poursuivi, il faudrait que ce soit véritablement de l'incitation à la haine ou à la violence ou à la discrimination. Et on n'est pas dans ce cadre. On est encore dans le cadre de la liberté d'expression, de ce que la Cour européenne appelle les propos qui blessent, qui choquent et qui inquiètent. On a le droit en Belgique aujourd'hui de trouver que la femme doit rester à la maison, faire la vaisselle. Exactement. On peut aussi avoir des propos qui ne sont pas aimables sur les chiites, sur les juifs, etc. Du moment que ça n'incite pas à la haine. Alors ce qu'on voit dans ce reportage aussi, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un accroissement de l'intérêt pour l'islam dans la communauté en Belgique. Comment est-ce qu'on explique, entre guillemets, cette islamisation ? Ce changement correspond à un changement qui a été introduit un petit peu dans toutes les religions à partir de la fin des années 70, où on voit se profiler des discours qui sont des discours que l'on pensait disparaître de la société avec la modernisation et qui ont été plus encore prégnants à partir du moment où, d'une part, la crise du pétrole ou la hausse des prix du pétrole a donné le moyen à certains pays comme l'Arabie Saoudite de financer leur point de vue, où cela aussi a augmenté à partir du moment où en 1979 il y a une révolution islamique en Iran qui va aussi avoir un effet d'entraînement. Je ne dis pas que ce sont les seules raisons, ce sont les raisons extérieures. Mais donc ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'argent là-bas pour, par exemple, quoi, envoyer des imams, produire des livres qui sont envoyés en Europe, c'est ça ? C'est surtout le soutien culturel. Alors c'est le soutien à la construction des mosquées, c'est le soutien à la publication des livres, c'est le soutien à la diffusion de tous les supports médiatiques. Est-ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, entre guillemets, s'expatrier les conflits syriens, israélo-palestiniens, dans le discours ici chez certains en Belgique ? Oui, évidemment qu'on le voit, et on en a eu un drame en Anderlecht il y a quelques semaines, évidemment, donc on le voit, évidemment. Mais comme vous venez de le dire, je pense que c'est important de dire que ça ne prend que s'il y a aussi des problèmes internes, des problèmes d'intégration, des problèmes de discrimination, la crise économique également, des difficultés que nos sociétés connaissent. Et si ces importations, ces exportations, ça dépend où on se situe, fonctionnent, c'est parce que le terreau est évidemment fertile et que nous n'avons pas toujours les alternatives suffisantes. Et donc, par exemple, pour construire un véritable islam d'Europe qui soit apparié à notre société, qui serait fait par des musulmans européens eux-mêmes. Alors, pour conclure, est-ce que les quelques cas isolés, je dirais, de discours inquiétants qu'on a vus dans ce reportage, est-ce que ça pose une question globale sur la réussite ou pas de l'intégration de cette communauté chez nous ? Écoutez, je pense qu'il y a un incontestable parcours de réussite d'intégration. Il faut jamais oublier ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un symptôme. C'est un symptôme qu'il y a certains mécanismes d'intégration aujourd'hui, notamment dus au désinvestissement de l'État, une situation difficile, et par un jeu de vases communicants, on a effectivement des échecs d'intégration, et tout ce qu'on a vu ici est un symptôme de cela. Mais il ne faut pas oublier aussi toutes les réussites dont, par définition, on ne parle pas. Firouzena Vandi, merci. Édouard Delruel, merci beaucoup.